Merci Madame la Ministre pour vos mots d'inauguration de cette manufacture nationale quartier de demain. À mi-chemin du dialogue compétitif, nos 2 journées à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine rassemblent les 30 équipes de concepteurs ainsi que l'ensemble des jurys citoyens de la consultation internationale quartier de demain. En prolongement des réflexions que nous avons pu mener sur les sites à l'occasion notamment des résidences, puis ensuite dans chacune des manufactures, sur chacun des territoires d'études, la manufacture nationale, ce sera ce grand workshop géant explorant les attentes, les besoins, les enjeux futurs de la politique de la ville pour questionner en particulier la transformation de 10 quartiers. Transformer nos logements, nos écoles, nos rues, nos espaces publics, nos équipements culturels et sportifs, nous les explorerons ensemble demain à travers notamment la production d'une grande et 2 grandes maquettes et nous vous espérons les plus créatifs et développer la plus grande créativité que nous escomptons de votre part. Cet atelier collectif, nous l'avons souhaité nous avons souhaité l'introduire ce soir, notamment à travers une pièce de théâtre qui a été commanditée par le GIP Europe des projets architecturaux et urbains, qui a été présentée dans le cadre du Festival d'Avignon. Elle s'intitule Rénovation. Elle est mise en scène par Thibaut Rossigneux, directeur artistique de la compagnie L'Essence des mots. Cette pièce a été écrite par Baptiste Amann à la suite d'une rencontre avec notamment Marie-Christine Jaillet, géographe, directrice de recherche au CNRS et qui a conçu avec le comité d'histoire de la politique de la ville la consultation Quartier Libre que vous avez annoncée, Madame la Ministre. Je vous laisse à présent à découvrir cette pièce qui est le fruit de cette rencontre entre un auteur et un chercheur, une chercheuse spécialiste des quartiers politiques de la ville. Une pièce qui pose l'enjeu du débat de la transformation des quartiers. N'hésitez pas à l'issue à réagir. Nous aurons à la suite un grand débat animé par la journaliste Noura Hamadi qui viendra à votre rencontre dans un débat inversé pour échanger et partager vos regards sur la transformation des quartiers. Je nous souhaite une excellente représentation. Je suis Baptiste Amann et je suis auteur et metteur en scène de théâtre. Je m'appelle Marie-Christine Jaillet, j'ai 67 ans, je suis chercheuse au CNRS, directrice de recherche, émérite depuis le 1er mars, c'est-à-dire en clair à la retraite, donc libre, absolument libre de faire ce que je veux, de me livrer à mes passions, dont la recherche. Je me sens filmé. Je me sens bien, oui, ça va. Une forme de légère fébrilité, de répondre à ce dispositif sans savoir où trop je mets les pieds. Je suis dans un endroit qui est un peu mon antre de travail, donc tout va bien. Donc en fait, je vais rencontrer une perspective aussi. Donc ça j'aime bien parce que elle va venir compléter la somme des perspectives qu'on cherche à débusquer quand on écrit du théâtre en particulier. Alors ce qui m'a poussée à participer à cette aventure binôme, c'est qu'en fait j'ai déjà eu d'abord la curiosité, l'envie aussi que la recherche, les résultats de la recherche soient portés autrement que par les médias qu'on utilise nous, la littérature scientifique. Si je réponds hyper schématiquement, je vais rencontrer une blouse, une blouse blanche. Aucune idée. D'abord, je ne sais pas si c'est il ou elle. Alors, j'ai plutôt eu tendance à me dire elle. Et oui, je suis très curieux aussi de rencontrer une solitude. Je la pense un peu militante. En fait, j'ai l'impression qu'être spécialiste de quelque chose, c'est aussi être dans un environnement très solitaire. Et ça me raconte beaucoup de choses par rapport à l'écriture aussi. Donc un partage de solitude, quoi.
Bonjour, Bonjour. Marie-Christine, bienvenue. Enchanté. Le littérateur. Ouais, c'est ça, la science. Eh oui, eh oui. Et alors, je vous invite à me suivre chez moi. Très bien, parfait. Alors, vous savez que j'imaginais que vous étiez une femme. Ah oui, d'accord. Jeune, j'avais Ah, vous aviez un peu militant, je pense aussi. Mais alors, je sais pas pourquoi je m'étais mis dans l'idée. Donc, bonjour Marie-Christine, bonjour Baptiste. Bonjour. Ravi déjà de vous accueillir donc, dans cette rencontre binôme. Donc là, vous allez avoir 50 minutes qui va vous être indiquées par les 2 réveils qui sont devant vous. Hein. Donc 50 minutes d'échange. Alors, un petit peu plus naturellement, Baptiste, ça risque d'être toi qui va poser des questions puisque c'est Baptiste qui va devoir écrire une pièce d'une demi-heure pour 3 acteurs à l'issue de cette rencontre. Mais n'oubliez pas que vous formez un binôme et qu'il faut vraiment que tu fournisses de la matière pour que Baptiste puisse écrire cette pièce. Je vous souhaite une très bonne rencontre à tous les deux. Merci. Merci. La première question qui me brûle un peu les lèvres, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que je fais? Je fais de la recherche. Et je travaille sur la ville contemporaine. Je travaille en particulier sur les grandes villes. D'accord. La manière dont les sociétés urbaines évoluent et la manière dont, au fond, une société s'inscrit sur un espace, dans une forme qui est la ville, et comment cette forme-là contribue aussi aux dynamiques sociales. Donc je m'intéresse beaucoup aux gens et aux politiques publiques. Voilà. Et la manière dont les politiques publiques organisent aussi la ville, l'aménagent. Et de manière plus générale, j'essaie de comprendre comment, au fond, s'organise un tri un peu urbain des gens, qui prend en compte à la fois leurs projets, leurs envies, mais qui s'inscrit aussi dans des politiques publiques. Hein. Et ce qu'on observe beaucoup actuellement dans nos travaux, c'est ce qu'on appelle, nous, l'appariement électif. Hein. C'est-à-dire comment, au fond, la ville, elle se fragmente socialement, comment elle s'organise sur des logiques un peu d'entre-soi. Voilà. Comment on choisit plutôt de vivre avec des gens qui nous ressemblent, parce que c'est plus facile, ça évite de faire l'effort du rapport à l'autre, parce que l'autre est différent. Et l'habitat individuel, l'habitat pavillonnaire, c'est un peu ça. C'est une espèce de vaste mosaïque, de lotissement, beaucoup, et où au fond chacun peut trouver un lotissement, un club au fond un peu, hein, à son image, et ça pose la question alors de ce qu'on appelle le vivre ensemble, enfin des interactions aussi entre gens différents. Et est-ce qu'il y a une possibilité de subversion dans la façon d'habiter? Est-ce que tu observes ça? Oui, c'est ce qu'on appelle, nous, l'intelligence d'usage. Souvent, quand on regarde un espace public, il y a des cheminements piétons qui sont prévus, et puis il y a les cheminements qui sont tracés avec les pieds par les gens, et c'est pas les mêmes du tout. Non, donc oui, je pense le travail qu'on mène souvent, nous, c'est d'analyser la manière dont les modes de vie, les pratiques résistent aussi, sont aussi des modes de résistance à des formes éventuellement d'injonction ou d'imposition. En tout cas, moi, comment j'ai vécu le fait d'être dans une zone pavillonnaire, c'est la sensation d'être coincé entre 2 fantasmes. Le fantasme du centre-ville et le fantasme des cités. Et que j'avais l'intuition que là où j'avais grandi n'était absolument pas intéressant. Enfin, n'était pas du tout un espace fantasmagorique ou poétique. Au fond, pour beaucoup, c'est acquérir une sorte de tranquillité sociale pour soi et pour ses enfants. C'est aussi avoir un espace qu'on peut s'approprier. C'est-à-dire dans un logement locatif, souvent, on ne peut pas planter un clou, bouger une cloison, etc. Il y a le jardin. Le jardin, j'allais dire. Il y a le jardin. Le jardin, c'était ce qui faisait distinction pour nous, vraiment, entre ceux qui avaient un jardin, ceux qui ne l'avaient pas. Parce qu'en face, il y avait aussi des pavillons, mais qui étaient des locations HLM.
et il n'y avait pas de jardin derrière. C'était la seule différence de part et d'autre de la rue, et ça distinguait vraiment dans la cour d'école. Ce que je disais tout à l'heure, cette logique de l'appariement électif, c'est-à-dire on est tous, enfin, classe moyenne, employés, ouvriers, petite classe moyenne, mais aussi classe moyenne supérieure. On a tous eu accès à la maison individuelle, mais en même temps, c'est pas la même. C'est pas la même. Il y a des processus de distinction très fins, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que la société périurbaine, quand on fait des enquêtes, elle en est très consciente. C'est-à-dire les gens savent s'ils sont à leur juste place. Et on voit, à partir du milieu des années 70 jusqu'à nos jours, que quels qu'aient été les efforts pour lutter contre cette périurbanisation, c'est comme si le désir des gens pour cet habitat-là était plus fort. D'accord. Et au fond, dans le même temps où on lutte contre, on voit ces banlieues pavillonnaires s'étendre de plus en plus. Mais je pense que la représentation à construire de la ville aujourd'hui, elle repose sur le passage de la ville, au fond, patrimoniale, à une ville qu'on pourrait d'abord décrire par ses flux, et puis à une ville où il faut arriver à articuler le fait que c'est un espace dans lequel effectivement circulent et se construisent des histoires individuelles, et dans une société où on est de plus en plus face à des processus d'individuation, et en même temps la ville. Ce qui est fabuleux dans la ville, c'est cette confrontation à la différence, à l'altérité, et qui construit aussi fondamentalement les sociétés, ce qui fait société. Mais ça peut être aussi ça, un processus d'individuation. Ça peut être aussi la reconnaissance de cette altérité-là, enfin, au sens où je l'entends, comme résistance justement à cette sensation de massification, d'être assimilé. Pour moi, la pratique du théâtre a été un processus d'individuation, mais qui a généré de l'hospitalité, justement, enfin de quelque chose où j'étais pas sur mon précaré et tout ça, mais au contraire ouvert. Et je trouve que les villes aujourd'hui, elles sont traversées par cette tension à la fois d'un espace qui, plus que d'autres, permet l'ouverture au monde, au vaste monde, mais en même temps, une tendance aussi à l'entre-soi. Et la question aujourd'hui, quand même, dans la ville, dans les métropoles urbaines en particulier, c'est comment on retrouve des moments, des lieux éventuellement qui permettent le brassage social. Parce que ce qui fait aussi la richesse de la ville et l'intérêt de la ville, c'est ce brassage-là, cette confrontation à la différence. Aujourd'hui, ce qu'on observe, nous, c'est une espèce d'invasion, de submersion du champ des sciences humaines et sociales par le mot territoire. Et le terme territoire, du coup, nous pose un peu problème parce qu'il empêche d'une certaine manière de définir éventuellement ou de faire un travail de définition de catégories qui seraient plus significatives. Et le territoire, il est approprié, mais il est aussi l'objet d'une guerre, d'une confrontation. C'est-à-dire s'il y a un territoire, il est délimité quand même. Et le territoire, c'est aussi une manière d'indiquer que cet espace-là, traversé par des flux, il est aussi marqué par des frontières peut-être plus invisibles que les frontières qui existaient, mais pour nous c'est un problème. Donc c'est effectivement très compliqué que cette question-là. En même temps, que c'est frustrant. Déjà c'est pas normal. Donc, merci beaucoup à tous les deux. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit d'échanger l'un avec l'autre. Ouais, je sais, c'est dur, c'est frustrant. Mais dans 1 mois et demi, donc une fois que Baptiste aura travaillé sur son œuvre et sera revenu avec, je viendrai te rejoindre, donc sans Baptiste cette fois-ci, mais pour filmer ta réaction à chaud à la découverte du texte de Baptiste. Un grand merci à tous les deux. L'écriture est un travail individuel, mais en même temps, on se nourrit de la confrontation, de la controverse. C'est-à-dire, c'est dans la discussion, dans l'échange, qu'on se rend compte que un propos tient, une argumentation tient. Donc, ces moments-là sont fondamentaux, absolument fondamentaux. On ne peut pas chercher tout seul. Non. Bonjour. Vous allez bien?
Bon, pardon, hein, je finis ce message et je suis à vous. Ça enregistre là? Ah, ok. Il y a besoin que je me rapproche? Non, c'est bon? Est-ce qu'il faut que je parle plus fort alors? Normalement? C'est quoi normalement? Ah, ça va, je rigole avec toi. Je parle fort, moi, tu le sais. T'as fait tes réglages? C'est bon? Ah, si ça sature, tant pis, hein. Je vais faire attention, t'inquiète pas. Vous auriez de l'eau? Un verre d'eau? Merci beaucoup. T'as interrogé d'autres gens? Du quartier, je veux dire. Je suis la première? En même temps, ça ne m'étonne pas. Et Sarah? Malik? Ah, tu les lâches pas, hein? Je te l'ai dit au début, ils vont se méfier, et puis tu vas voir, après, tu n'arriveras plus à les arrêter. C'est des gros bavards. Il y a tellement de choses à dire en même temps. Ce chantier, c'est 20 ans de notre vie. Tu te rends compte? 20 ans. Ça devait durer 5 ans normalement. Alors c'est pour ça que je t'ai dit, c'est quoi normalement? C'est pour archives, c'est bien ça? Je veux dire, ça ne va être publié nulle part. Vous savez, moi, je l'ai dit à votre collègue, j'avais pas très envie de reparler de tout ça. Non, je sais, mais bon, je préfère vous prévenir qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. J'ai pas envie de servir la soupe. Vous comprenez? Désolée, hein, c'est mon fils. En même temps, ce serait ingrat de ma part de cracher dedans. Je lui ai acheté un téléphone pour qu'il puisse me dire quand il est rentré de l'école, mais il répond jamais, ça m'agace. Bon. Et là, j'ai oublié de le prévenir pour l'entretien. Donc, bon, on va pas finir tard, hein. Non, enfin, ça vous dérange pas que si je laisse mon téléphone allumé? Oui, je suis vraiment désolée, mais ça me rassurerait de pouvoir répondre s'il m'appelle. Vous Voilà. travaillez Merci au CNRS, c'est ça? Merci beaucoup. Et vous êtes directrice de recherche. J'ai une amie qui y travaille également, sociologue comme vous. Vous la connaissez peut-être? Sophie Cabestan. On y va? Ça ne vous dit rien? C'est une toute jeune chercheuse, remarquez. Je suis arrivée ici en 71. Les bâtiments étaient tout neufs. À l'époque, il y avait 800 familles sur le quartier. Avec le chantier de rénovation, on est tombé à 300 familles. Alors bien sûr, il y en a quelques-unes qui sont parties d'elles-mêmes parce qu'elles ont pu devenir propriétaires. Ah non, c'est la vérité. Les familles qui sont parties, elles ont toutes racheté un pavillon à même pas 20 minutes d'ici. Je le sais, hein. J'imagine que vous avez souvent affaire aux agences d'urbanisme. On connaît tout le monde ici, alors. Bon, je ne suis pas sûr de correspondre au profil type. Il y a de grandes chances que ma parole ne soit pas très représentative. Comment je définirais mon métier? Ce n'est pas grave. Je suis chef de mission. Je travaille pour un groupement d'intérêt public, notamment sur les domaines du renouvellement urbain. Et puis bon, Et de l'habitat. c'était plutôt des familles de Français. On ne va pas se mentir. Alors, c'est-à-dire que je coordonne les études thématiques qui sont menées sur les projets en cours et j'assure la transversalité avec les thématiques pilotées par d'autres directions. Elles n'étaient pas nombreuses à la base. Alors ça se remarque. Concrètement, Si, c'est des choses qui se remarquent. Je suis désolé. je construis et consolide des partenariats spécifiques, tandis que sur le champ opérationnel, je définis la programmation urbaine, Non, tu as raison. Moi aussi, je suis française. architecturale. Enfin, tu vois très bien ce que je veux dire. Bon, j'ai conscience que ce n'est pas évident à comprendre. Les gens du quartier, quand ils me voient arriver, ils disent « la métropole », c'est plus simple. Alors voilà, donc vous pouvez dire la métropole si ça vous arrange, même si ça fait un peu mégalo. En fait, Bon, après tout, c'est pas pour me déplaire, hein. je suis bien plus porté sur les sciences sociales que sur l'architecture et l'ingénierie. Mais les autres familles, Ah oui, vous avez raison, ça se fait de plus en plus. elles sont passées où, les autres? Même si, au fond, je trouve que les choses n'ont pas tant changé de ça. Ça ne disparaît pas comme ça, les gens. Mais c'est peut-être dû à la spécificité de cette ville. Alors,
Elles sont passées où? Si on pose la question aux responsables, Le chantier de rénovation du quartier faisait partie d'un grand ensemble de projets c'est silence radio. voulu pour le maire il y a plus de 20 ans et qui s'est rapidement retrouvé au cœur d'une bataille féroce entre la mairie et la métropole. Mais ça, au départ, je ne l'ai pas du tout senti. Nous venions de remporter l'appel d'offres, l'ambition était folle. C'était une opportunité magnifique pour essayer de mettre en place nos idées. Demande alors, tu verras. J'étais encore très naïf. Oui, Laure de la métropole. Je la connais bien, tu sais. Pendant des années, on a eu affaire à eux. J'ai toujours vécu dans cette ville. Alors je la connais bien, va. J'y ai fait mes études, j'y ai rencontré mon mari. C'est ici que nos enfants sont nés. Je suis très attachée à son histoire et donc, de fait, à son évolution. Alors, tout naturellement, je me suis impliquée à fond dans ce projet de rénovation. Je crois que c'est le chantier le plus ambitieux sur lequel j'ai travaillé. J'ai eu la chance de travailler. Demande-lui la prochaine fois comment ils ont préparé leur répartition. Mais il fallait voir le taudis que c'était. Une vraie zone de non-droit. Parle-lui de... Ah merde, comment il s'appelait ce type? Et puis l'état des bâtiments... Et c'est lui qui a mené l'étude avec les habitants? Non, un vrai scandale. C'est pas possible, je perds la boule. C'est de pire en pire. Vous savez, ce quartier-là, il est sorti de terre en 1970. C'est un des derniers fameux grands ensembles construits à partir de la moitié des années 50. Donc dès le départ, il y avait quelque chose d'anachronique dans ce projet. Complètement à contre-courant du programme des villes nouvelles lancé en 65. Bref. C'était écrit que ça ne pouvait pas marcher. Bref. Parle-lui de ce type. Et puis, il était très excentré du centre-ville et l'idée même de coopération métropolitaine n'avait pas encore fait son chemin. Demande-lui comment il faisait. Si bien que, très rapidement, faute de politique publique, les bâtiments se sont dégradés et les habitants ont eu l'impression d'être abandonnés. Par couleur, il classait les familles. Enfin, naïf. Vert, orange et rouge. Je suis pas né de la dernière pluie non plus. J'ai toujours su que cela allait être compliqué. Mais disons que je refusais de croire que les choses étaient immuables. Sur la question du privé, par exemple. Vert pour les sans-histoire et rouge pour les indésirables. Moi, j'ai fait le choix de travailler pour une agence publique. Mais il est évident que ce sont des entreprises privées qui vont assurer les grands chantiers de demain. Ce serait illusoire de penser l'inverse. Et le tout selon des critères, t'imagines même pas. Nombre de personnes incarcérées dans la famille, par exemple. Il n'empêche que l'élan, Tu vois le genre? le geste, la cohérence des projets doit être impulsé par des entreprises publiques. En portant le projet de rénovation du quartier, la métropole portait du même coup, auprès des habitants, l'objectif de renouer avec cet environnement traumatique. Sur la réhabilitation du quartier, par exemple, je n'ai eu aucun mal à travailler avec un des principaux cabinets de conseil en mobilité durable, alors que le CA de l'agence pour laquelle je bosse est présidé par le maire lui-même. Et cela passe par la mise en place de ce qu'il conviendrait d'appeler une écologie de la relation. C'est-à-dire de remettre un peu du soin un peu partout. Ils ont fait disparaître des gens, je te dis. Dans l'aménagement de l'espace public, dans la connexion avec les réseaux de transport, dans l'instauration de nouveaux services, bureaux, commerces, écoles, bibliothèques, Des etc. familles entières, on les a jamais revues. C'est ça qui m'intéresse. Et je ne te dis pas qu'ils les ont éliminés, je suis pas parano, mais ils s'en sont débarrassés. Le mélange public-privé n'est pas forcément le problème. Loin, à l'écart de la ville, je sais pas moi. C'est au contraire la définition même du projet, puisque nous étions ici sur un plan d'urbanisme négocié. Comment t'expliques qu'on ait perdu leurs traces? Non. Le souci, ce sont les ambitions politiques derrière. Et les questions de rentabilité qui vont avec. Ce truc du bâtisseur, c'est quand même quelque chose. La vérité, c'est que pour eux, on n'est pas des gens, on est un problème. Et ils veulent se débarrasser à tout prix du problème, tu comprends? Penser les choses à notre place. Et après, ils s'énervent quand on leur demande des comptes.
Toute la phase de conceptualisation s'est plutôt bien passée. Le territoire dont on parle est l'ancien poumon industriel de la ville. Donc, il y a 20 ans, autour de ce quartier notamment, il y avait énormément de bâtiments d'usines laissés à l'abandon. La mairie avait racheté le foncier. Et le discours qui dominait à l'époque portait à la fois sur le maintien de l'activité, en gros, comment passer de l'industrie à l'artisanat, et la constitution d'un quartier mixte, logement, commerce et bureaux. Le tout évidemment dans une grande conscience des enjeux environnementaux, puisqu'il s'agissait ici de passer d'un usage industriel à un usage urbain. Les rôles semblaient bien répartis entre les collectivités. J'avais préparé un PowerPoint de toute beauté que je présentais avec fierté à chaque porteur de projet. Bref, tout se présentait sous les meilleurs auspices. Mais très vite, des rapports d'ego se sont mis en place, notamment sur le plan de rénovation des logements sociaux. Et tout a volé en éclats. Ils imaginaient quoi? Que ça ne porterait pas à conséquence? Non, parce que eux, ce qu'ils ont fait péter, ce sont juste des murs. Et moi, c'est un morceau de ma mémoire qui s'est effondré. Une écologie de la relation. Bon, j'étais assez fier de ma formule. De toute façon, j'y suis pas allé. Au moment de la destruction, je suis pas venu. Je reste persuadée qu'il n'y a qu'avec ce genre d'idées fortes qu'on peut insuffler un certain état d'esprit à nos équipes. J'étais chez ma sœur. Elle habite dans le centre. J'ai pas voulu voir ça. Je n'ai entendu que la déflagration et je me suis mise à pleurer. Je pensais pas qu'on entendrait à des kilomètres. Vous comprenez? Ils avaient acheté du foncier. C'était comme si mon cœur s'éclatait au sol. Fallait bien le rentabiliser. Alors, comme d'habitude, on priorise quoi? L'habitation. Que l'argent rentre le plus vite possible. Le risque dans nos métiers, c'est d'être avalé par la logistique et de perdre de vue les valeurs fondamentales qui nous portent. Sauf que sur le chantier qui vous intéresse, celui des logements sociaux, pour une capacité d'accueil de plus de 900 logements en 2000, on est passé à 400 logements à peine en 2020. Ça vous fait sourire? Le reste? Des bureaux, pour l'essentiel, construits de l'autre côté du boulevard, dont ils ont promis une livraison très rapide aux investisseurs. C'est le fait que je parle de valeurs? Donc, ce chantier et ses habitants n'ont jamais été au centre des réflexions. C'est pour cela que ce chantier a pris autant de retard. Vous ne me croyez pas sincère? Et la gestion sociale derrière? Démerdez-vous! C'est quoi les valeurs de la politique de la ville? Parce qu'on a tendance à balayer ça d'un revers de main. C'est quoi? Réduire les écarts de développement au sein des villes pour restaurer l'égalité républicaine? C'est méprisable. Ça ne mérite pas qu'on s'y consacre de tout son cœur? Ce serait intéressant d'entendre le promoteur là-dessus, qui, soit dit en passant, est le grand ami du président de la métropole. Il n'y a qu'à aller sur leur site, vous verrez. Ils se présentent eux-mêmes comme des aménageurs de vie. Sans complexe, non? Le niveau de cynisme, c'est ahurissant. Et comme ils conjuguent les métiers de promoteurs-constructeurs et de bailleurs sociaux, quand ils récupèrent un chantier, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne pensent qu'à remplir, des logements, des bureaux, peu importe. Et l'espace public, ils n'en ont rien à foutre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Résultat, quand les gens emménagent, c'est le bordel. Ils vivent au milieu de travaux d'aménagement, tout paraît dysfonctionnel. Et c'est sur nous que toute la merde retombe. Non, je ne suis pas sur la défensive. C'est que je passe mon temps à faire le tampon
Alors j'ai l'habitude, hein, heureusement, je suis pas en sucre, mais parfois j'aimerais que l'on jauge autrement l'initiative que l'on mène ici. Il y a un litige historique entre la mairie et la métropole. C'est vrai. Mais moi, je n'ai aucun problème avec personne. Hein. C'est la vérité. Et ça ne vient pas forcément des habitants, non. Ça encore, ça resterait compréhensible. Je me suis rendu récemment à un colloque sur le néo-urbanisme. Eh bien, dans le discours d'introduction d'un des intervenants, un architecte pédant du genre artiste, au-dessus de toute considération bassement logistique, celui-ci n'a pas hésité à nous présenter comme les fossoyeurs des villes. Rien que ça. Ça a fait marrer tout le monde. C'est sûr, trop facile. Balancer une punchline sans avoir été derrière, c'est à la portée de n'importe quel ado provocateur. Mais il est où le fond? C'est quoi l'idée? Les urbanistes sont responsables de la défiguration du paysage? Et les architectes? Que dalle! Et vous le savez mieux que moi. Si on se balade dans les zones périurbaines de n'importe quelle ville de France, on croirait qu'il n'y a jamais eu d'histoire de l'architecture. Et puis tout ça, dans 20 ans, c'est fini. On construit que du précaire. Et bien sûr, ils vous diront que les premiers responsables, ce sont les urbanistes, évidemment. Pardon, mais c'est qui le principal concepteur de la charte d'Athènes? Celle qui a érigé les grands principes de l'aménagement urbain de l'après-guerre, le tout fonctionnel, la densification des métropoles, les grands ensembles, la ville verticale. C'est qui? Non, je sais qu'ils étaient plusieurs, mais le plus iconique, le grand concepteur, c'est qui? Eh ouais, Le Corbusier. Et qu'est-ce que ça donne en bout de course? La désaffection des logements collectifs au profit des logements individuels, le retour de l'urbanisme par îlots. Quand il s'agit de penser la ville, ce sont pas toujours des génies, les architectes. Il ferait mieux de balayer devant leur porte avant de critiquer tout le monde. J'incarne un peu la figure du diable, hein, ici. Si, je vous assure, je le vois bien dans le regard des gens. Hein. Ils sont comme vous, ils ne croient pas en ma sincérité. Mais ça, c'est un problème en général. On ne croit plus en la sincérité de nos représentants politiques. Même moi, enfin, je ne fais pas de politique, mais pour les gens, j'intrigue, vous comprenez? Et oui, je suis à la manœuvre. Je sais, je m'énerve, je ne devrais pas. Et puis je m'éloigne de votre sujet, j'imagine. Mais si vous voyez comme ils nous traitent, je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent d'ailleurs, qu'on fomente nos plans dans l'ombre, qu'on joue au Monopoly dans l'antichambre des rois. Et puis, pour sortir un peu de ma fixette sur les archis, c'est le même mépris du côté des politiques de la ville. On nous met une pression pas possible pour faire entrer des carrés dans des ronds. Mais les gens ne veulent pas se mélanger. La mixité sociale, mais merde! J'en peux plus de leurs conneries. Regardez sur n'importe quelle place, dans n'importe quelle ville. Les gens ont des réflexes grégaires. Observez un peu les terrasses. Au PMU ou dans le bar à vin d'à côté, c'est pas la même population, je suis désolé. Alors qu'on ne nous demande pas de faire des miracles. De toute façon, c'est bien simple, hein, les habitants, ils sont jamais contents. On peut faire une pause? On rénove leur quartier, ils gueulent. Merci. On aménage une piste cyclable, ils peuvent plus garer leur bagnole. On construit une nouvelle bibliothèque, ça n'est pas pour eux. Bien sûr que c'est pas pour nous. Tu crois qu'on n'a pas compris? T'as vu la situation du quartier? T'imagines s'ils arrivaient à récupérer le terrain pour faire de l'habitation privée? C'est idéal pour eux. Tu domines la ville. Regarde le panorama qu'on a. Tu crois pas que c'est ça qu'ils ont en tête? Mais bien sûr, ils veulent qu'on parte, mais qu'on le fasse de nous-mêmes. C'est ça le vice. Alors la bibliothèque, me fais pas croire que c'est pour nous. Nous, on n'a jamais demandé de bibliothèque. Ce qu'on voulait, c'était une maison des associations. En fait, je vais te dire, ils sont en train de tout remettre au propre autour, avec les aménagements qu'il faut, nanani, nanana, mais à l'intérieur des bâtiments, ils ont tout fait pour nous faire péter les plombs. Non mais t'as compris? Et je rigole pas, hein. Ils veulent nous rendre fous. C'est ça, leur objectif. Je te promets. Tu veux que je te raconte un peu les malfaçons? Un exemple.
Ma voisine. Ah bah tu l'as rencontrée l'autre jour, je te l'ai présentée. Ouais, voilà. Et bah, il y a un balcon chez elle. Alors tu vas me dire, ça c'est bien un balcon. Mais devine quoi ? Il n'y a pas de porte pour y accéder. Ah non mais, je te jure, il n'y a pas de porte. Juste 2 fenêtres, sans doute pour contempler sa terrasse. C'est pas de la perversité pure, ça ? Mais tout est comme ça. Tiens, autre exemple, les toilettes. Tu vois, nous, les femmes d'ici, comme on est, hein, les Comoriennes, les Algériennes, à partir d'un certain âge, on va pas se mentir, on est là, quoi. Bah attends, c'est vrai, non ? Fais pas ta timide, c'est vrai, on est corpulente. Et alors, mieux vaut faire envie que pitié. Eh ben, les toilettes. Moi, je t'assure, une fois que je suis assise, je ne peux plus fermer la porte. Ils l'ont collée à la cuvette. Et c'est plein de petites choses comme ça. Des interrupteurs qui allument la salle d'à côté, des pièces sans prise électrique, des alcôves dont tu peux rien faire. Mais il ne fallait pas le faire, ce plan. Il fallait laisser les gens dans la merde. Non, c'est sûr que c'est plus simple de rien faire. Hein. Ah ça, c'est beaucoup plus pratique d'en rester au constat ou de se faire l'inspecteur des travaux finis. Mais ça, c'est l'époque. Plus personne ne vote, mais tout le monde manifeste. Désolé, mais moi, la politique de la chaise vide, ça ne m'intéresse pas. Je suis prête à parler avec tout le monde, à composer avec toutes les bonnes volontés s'il s'agit d'améliorer la vie des gens. Et tant pis pour l'ingratitude, je peux l'encaisser. Hein. Mais qu'on ne vienne pas me reprocher d'avoir voulu que les choses changent. Ça laisse des traces, je ne vous le cache pas. Ah ben, ouais, ça fait mal, ouais, c'est vrai, il y a des jours où on a du mal à se lever le matin. Je suis désolé. Vous me prenez à un moment où je n'y crois plus beaucoup. C'est pour cela que je ne voulais pas revenir là-dessus. Même si je reste convaincu de la nécessité de votre démarche. C'est pas facile, là. Tout remonte. Je sais qu'il y avait beaucoup de problèmes ici. Je comprends qu'ils aient voulu faire quelque chose. Mais je ne crois pas à la pureté. Il n'y a rien de gratuit. Tout ça, c'est politique. C'est pas pour notre bien. Ça n'est pas vrai. C'est une manière de laisser sa trace. Tu comprends ça ? En fait, nous, les tenants et les aboutissants de tout ça, on n'en sait rien. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'à part le paysage, ça n'a rien changé. Le taux de chômage, ici, est toujours le même. Les jeunes, bon, je n'aime pas trop parler de ça, parce qu'on ne parle que de ça dès qu'on parle du quartier, mais quand même, le trafic, eh ben, ça n'a pas bougé. Non, c'est même pire. Ils se tirent dessus maintenant, les gamins. Ils se connaissent depuis la maternelle. C'est pas une tragédie, ça ? En fait, c'est pas que j'y crois plus. C'est que je veux pouvoir me sentir relié à ma capacité d'agir. Ça m'intéresse pas d'en rester au stade de la conceptualisation. Il faut regarder en face les réalités auxquelles nous sommes confrontés. L'essentiel de notre travail, c'est de démonter des attitudes culturelles. C'est qu'un exemple, mais à quoi bon penser des espaces verts si les promoteurs dégainent toujours les premiers ? On le sait, la végétalisation, ils l'ont en horreur. Parce qu'une fois que c'est planté, tu peux plus transformer. C'est sûr, le béton, c'est plus pratique. Tu construis, tu détruis, tu reconstruis, mais jusqu'à quand ? Et surtout, jusqu'où ? Il faut des vrais régulateurs. Sinon, ça sert à rien de lancer des comités de pilotage, des études de terrain. Ça ne sert à rien de financer la recherche, la culture. Franchement, si c'est pour ne jamais mettre en place ce qui est pensé au départ, à quoi bon ? Et pour la mixité, c'est la même chose. Pardon de revenir là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait pas, une bonne fois pour toutes, réinterroger cette sacro-sainte mixité sociale ? Est-ce que c'est un désir qui émane réellement des gens ? Vous croyez qu'on réussira à leur imposer quelque chose à ce niveau-là ? Et bien sûr, c'est important de réduire l'inégalité, mais arrêtons de vouloir tout mixer. Essayons de coexister, ce serait déjà pas mal. Une ville, ce devrait être ça. Une coordination d'existence, pas une coagulation d'identité. Évidemment que ça me touche. Je suis pas une machine, hein. Quand vous voyez la situation de certains gamins, par exemple, comment voulez-vous ne pas être touché ? Le désœuvrement dans les familles, c'est déchirant, c'est sûr. Alors planter des arbres, ouvrir une bibliothèque, il y a un côté dérisoire, hein, j'en conviens.
Mais si vous connaissez la solution miracle, alors là, je suis tout ouïe. On ne peut pas régler tous les problèmes. Étant donné ma position, je ne peux pas me permettre d'être guidé uniquement par l'émotion. Ce qui m'anime, moi, c'est de changer en profondeur le regard sur ces quartiers. Sortir des représentations tapageuses véhiculées dans les médias. C'est toujours la même caricature. J'ai l'intime conviction que ces quartiers sont des espaces ressources incroyables. Mais cela ne pourra apparaître que si on accompagne ces dynamiques singulières avec un aménagement urbain adéquat. Et c'est précisément ce qu'on a voulu faire ici, transformer le quartier en nouveau pôle d'activité. Si on ne fait que du logement social, je suis désolé, on ghettoise. Voilà ce qu'on fait. Souvent, je me dis que c'est trop tard, qu'on est maudit, qu'on s'en sortira jamais. Quand j'ai les idées noires comme ça, ce que je fais en général, c'est que je vais prendre un thé avec Catherine. Tu l'as rencontrée, Catherine ? De l'assaut en bas ? Pas encore ? Tu vas voir, c'est une femme incroyable. Elle est là depuis au moins 30 ans, bien avant le chantier. Avec des amis, ils se sont installés dans une vieille usine en contrebas qu'ils ont complètement réaménagée. Je sais pas trop ce qu'ils font. Des spectacles de théâtre, je crois. Ou de danse, je suis pas sûre. D'ailleurs, Catherine me le reproche assez comme ça. Elle dit qu'on devrait venir plus souvent les voir, mais c'est pas trop notre truc. Je sais pas. Avec les enfants, c'est bien. Ils font des ateliers, des animations, c'est bien. Enfin bref, Catherine, je vais la voir parce qu'elle croit dur comme fer que rien n'est impossible. Tu sais, quand ils sont arrivés avec son collectif, ils nous ont demandé ce qu'ils pourraient faire pour les gens d'ici. Comme ils ont un grand terrain autour de l'usine, ils ont mis des poules. Ça fait un peu gitan, je te le cache pas, mais ça va. Et ben moi, je lui ai dit que ce qui pourrait être bien, ce serait d'aménager des parcelles pour que les petits vieux viennent jardiner. Mais moi, j'ai dit ça comme ça. Et tu sais quoi ? En 1 semaine, c'était fait. Je te jure, elle est comme ça, Catherine. Et maintenant, il y a toute une zone avec une 20aine de parcelles cultivées. Ils sont trop contents, nos petits vieux. Bon, ils viennent pas voir les spectacles pour autant, mais au moins, ils jardinent. Et du coup, j'ai eu une idée. J'ai proposé de faire un atelier cuisine avec les tout-petits en utilisant les légumes des jardins. Parce qu'ici, tu sais, les minots, la différence entre un navet et un radis, c'est pas très clair. Je t'assure, c'est affolant. Du coup, je prends les tout-petits, je fais les 3-6 ans, parce qu'après, c'est galère, et puis c'est à cet âge-là qu'il faut les prendre. Et on va ramasser des légumes qu'on cuisine ensemble. On fait ça le mercredi ou le samedi, parce que c'est plus pratique pour les parents. Du jardin à l'assiette, j'ai appelé ça. Bien sûr que c'est de moi. Tu crois quoi ? Et j'ai trouvé le titre comme ça. Ah, tu pensais que c'était Catherine ? Je te jure, franchement. Mais non, c'est pas grave, t'inquiète. Je sais. Ça fait un peu bobo, c'est ça ? Du jardin à l'assiette. Ben non, et c'est de moi. Et je te parle de ça, c'était il y a 15 ans. J'ai pas attendu que ce soit à la mode. C'est pour ça qu'on n'arrivera à rien si on ne déconstruit pas les fantasmes. Et pas seulement ceux venus de l'extérieur, ceux de l'intérieur également. Le tableau dont vous me parliez avant qu'on ne commence, celui qui classait soi-disant les familles selon des critères de dangerosité, c'est Zara qui vous a parlé de ça ? Alors voilà, typiquement le genre de rumeur qu'on ne peut plus se permettre de laisser courir. Je vous jure sur la tête de mes enfants que je n'ai jamais entendu parler d'une telle classification. C'est effarant. Mais ça va très vite, vous savez. Si vous n'êtes pas vigilant, il peut rapidement se dire tout et n'importe quoi. Ah oui, je suis amer. Parce que j'en ai pris plein la gueule. Dans la presse, par les habitants, dans le milieu archi. Je suis sorti sali de cette histoire. Et le plus dur, c'est de savoir que derrière tout ça, il y avait qu'une bataille d'ego. Le maire avait fait campagne sur l'aménagement du quartier en mettant l'accent sur la question des logements sociaux. Alors quand le président de la métropole, qui était aussi son principal opposant, a réussi à placer son ami promoteur comme principal bailleur social,
Il a dégoupillé. Il a tout fait pour essayer de le discréditer en remettant sans cesse en question l'appel d'offres et en le menaçant même d'aller jusqu'au tribunal. C'est ça qu'a grippé la machine. Du coup, le promoteur, encouragé par la métropole, a joué au con en priorisant la livraison des bureaux et a fini par déléguer le chantier à une entreprise dont il savait pertinemment qu'elle était incompétente. Après, pour se couvrir, la métropole envoie ses sbires en médiation, mais c'est trop tard. La confiance est rompue. Parfois, je me demande si c'est pas pathologique, en fait. C'est comme si on supportait pas que quelque chose fonctionne dans cette ville. On a beaucoup péroré sur le conflit entre le maire et mon président. Mais ça, c'est parce que les gens aiment retenir le négatif. Quand je regarde aujourd'hui ce qui a été fait, je me dis que sincèrement, il y a de quoi être fier. Hein. L'agence d'urbanisme a fait un travail formidable. Tout le monde y a mis du sien. Et je suis certaine que les habitants finiront par reconnaître les bienfaits de tous ces changements. Bien sûr, oui, que je suis optimiste. Sinon, je n'ai plus qu'à changer de métier. Le monde de demain est plein de défis pour nos métropoles. Comment vont-elles s'adapter au changement climatique ? Comment vont-elles devenir plus durables ? Ce sont des enjeux passionnants qui nécessitent qu'on ne fléchisse pas à la moindre difficulté. Parce que l'avenir est un risque, oui, mais un risque qu'il faut prendre, qu'il faut pouvoir prendre, et ce, avec toute la confiance qu'on peut mettre dans notre capacité à produire des chantiers extraordinaires, chaque fois plus innovants. C'est important d'apprendre à s'apprécier. Vous ne croyez pas ? C'est même vital. Sinon, on va où comme ça ? Si l'humanité se désespère d'elle-même, mais on va où ? Tu sais, parfois, quand j'arrive pas à dormir la nuit, je vais me poser à la falaise. Tu vois le terre-plein, juste après le parking ? Nous, on appelle ça la falaise. Je m'assois sur un des blocs, tu vois les blocs ? Je regarde les bâtiments et je me dis qu'au fond, je me suis attaché à quelque chose qui ne m'appartient même pas. J'ai 62 ans et si un jour quelqu'un décide de raser le quartier, je devrais partir. Je suis revenu de mon idéalisme juvénile. Mettons que je place désormais mon ambition à une autre échelle. Je crois que je suis pas fait pour travailler sur de si gros projets. J'ai déménagé à la campagne et avec quelques amis, nous essayons d'opérer une mise en réseau d'habitat partagé en lien avec la communauté de communes. C'est très vivifiant. J'ai retrouvé un peu de jus, mais voyez, la blessure est encore bien présente. J'ai aimé passionnément cette ville. J'ai adoré la penser, la modéliser, la poétiser parfois. Aujourd'hui, je dois bien l'avouer, elle me fait carrément peur. J'ai toujours habité ici. C'est toute ma vie. Mes enfants, eux, sont partis pour élever leurs enfants ailleurs. Je ne peux pas leur en vouloir. Ma fille m'a proposé de me rapprocher de chez eux. Je lui ai dit non. Moi, je reste. Je ne partirai pour rien au monde. C'est chez moi, ici. Même si je ne reconnais rien, c'est chez moi. Le nom de ma rue n'a pas changé. Ce serait le comble, ça. Qu'un jour, il change le nom de la rue, je crois que ce serait pire encore que la destruction des bâtiments. Il ne faut pas qu'il le change. Il est inscrit sur mes papiers d'identité. Je me raccroche à ça. Tant que ma rue porte son nom, il y a quelque chose de mon histoire qui se perpétue.
Bonjour Madame Marie-Christine. Bonjour. Vous allez bien, très bien. Belle journée. Sacrée journée. Bon, Madame Marie-Christine. Rénovation. Pas de surprise, mais par rapport à territoire, j'aimerais bien savoir quelle rénovation. Je peux continuer? Je peux là. Je ne m'attendais pas du tout à ça, compte tenu de ce qu'il avait fait en fait. Il a lu plein de choses en fait sur la rénovation. C'est... Mmh. Il rhabille là à la fois les architectes et les urbanistes. Hein. Heureusement, je ne le suis pas. Ah, c'est vraiment incroyable. J'ai fini. Alors c'est une vraie surprise. Je viens de lire ta pièce, elle m'a bouleversée cette lecture parce que pendant l'entretien on a beaucoup parlé en fait de la maison individuelle, de la périurbanisation, plutôt en référence aux pièces que tu avais faites jusque-là et en particulier la trilogie Territoire. Et à la fin, j'ai éprouvé moi une espèce de frustration à ne pas avoir pu te parler de questions auxquelles je suis très très attachée comme chercheuse, le devenir des quartiers populaires, la question de la mixité sociale, et puis frustrée aussi de n'avoir pas eu le temps de te parler du programme POPSU Métropole qui était aussi à l'origine au fond de cette rencontre et là dans ce que tu as écrit je trouve tout ça, je trouve une pièce centrée sur la question de la rénovation, sur cette complexité de ces programmes-là. Je trouve aussi évidemment cette question sur la place des habitants, la manière dont on les prend en compte ou pas, et puis je trouve, ça c'est quand même extraordinaire, la difficulté de la relation entre un maire et un président de métropole, parce que ça n'est pas forcément le même. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'au fond, après l'entretien, donc est-ce que tu allais lire, est-ce que tu allais lire des choses que j'avais écrites là-dessus? J'ai tendance à penser que oui, mais j'attends ta réponse. En tout cas, un grand merci et je suis très impatiente de voir la scène jouer. Si je mets à côté un ouvrage scientifique obéissant à toute la rigueur de la démarche et puis la mise en scène d'une pièce, qu'est-ce qui est le plus efficace auprès d'un public pour faire comprendre ce qui se joue dans ces quartiers? C'est très très étonnant, enfin je suis vraiment très contente en fait.